Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et de participer à ce colloque. En fait, on parlait depuis le matin du commerce, de l'investissement, de l'ouverture économique, des échanges. Aujourd'hui, dans ma présentation, j'attaque un volet qui est important dans tout ce processus de capital humain. Parce qu'on ne peut pas parler de commerce, d'investissement, d'ouverture, d'échange sans parler du volet capital humain qu'il y a. C'est pour ça que j'ai essayé dans ma présentation de me focaliser sur l'appui que la Commission économique pour l'Afrique est en train d'apporter au pays. On n'est pas loin de ce que M. Aubin a présenté tout à l'heure, en fait, juste pour présenter la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. On n'est pas une institution financière, donc c'est une institution des États membres aussi, donc on apporte un appui technique pour les États membres sur plusieurs domaines, dans principalement l'élaboration de stratégies pour un développement économique, social, durable, pour promouvoir l'intégration régionale, pour soutenir l'inclusion économique et sociale. Notre bureau qui est basé à Rabat, c'est un bureau régional qui couvre la région Afrique du Nord, de la Mauritanie jusqu'au Soudan, 7 pays. On intervient sur plusieurs thématiques dans l'intégration régionale, l'appui à la zone de libre-échange, la promotion de l'industrialisation, revoir le processus de production. Tout à l'heure, on parlait en fait comment pour l'Éthiopie en fait garantir le volet environnement. On doit revoir, nous, en tant que pays africain, nos processus de production et nos processus de consommation vers des modèles plus soutenables et plus responsables. Donc aujourd'hui, je vais parler du pacte mondial sur l'immigration, en fait, et qui répond à ce qu'on parlait, aux défis dont on parlait le matin. Le contexte multicrise, en fait. Il y a une crise climatique, il y a une crise alimentaire, il y a des changements démographiques, il y a une crise économique et une crise financière qui ont fait qu'il y a des flux migratoires sur le continent ou dans le monde qui sont en train d'augmenter et qui font que les enjeux de développement sont en train d'augmenter. Donc, comme je disais, en fait, juste pour mettre les choses dans le contexte, si on regarde un peu les chiffres et ce que les migrants internationaux en fait représentent, c'est plus en 2020, c'est plus de 280 millions de migrants internationaux qui quittent leur pays d'origine, donc vers des pays de destination ou des pays de transit. Tous ces mouvements auront un impact sur tout ce qui est développement économique, social, sur tout ce qui est investissement, sur tout ce qui est commerce, surtout si on sait que ces chiffres sont en train d'augmenter. Certes, il y avait la crise Covid, il y avait un petit ralentissement, mais avec le changement climatique, avec cette crise alimentaire, avec les conflits qui sont en train actuellement, avec les catastrophes naturelles, avec l'ouverture commerciale, avec tout ce qui est trade agreement qui sont en train de se faire entre les pays, ça promet ou ça accélère un peu les mouvements migratoires dans le monde entier et sur notre continent aussi en particulier. En fait, pourquoi je me suis attaquée à cet angle aussi? Parce qu'en fait, on sait que la migration a des effets, on parle toujours des effets négatifs de la migration, mais il y a des gains aussi potentiels que la migration pourrait offrir, que ce soit au pays d'origine ou le pays de transit, ou le pays de destination. C'est sur le volet économique, social, culturel et on en passe. Et pourquoi la Commission pour l'Afrique du Nord, en fait, ou la Commission pour l'Afrique des Nations Unies appuie ce volet? Parce qu'on entend toujours parler que les Africains, nous, on est en train d'émigrer et c'est des flux importants vers l'Europe. Finalement, ça représente moins que 15% des flux migratoires, en fait, du continent. Principalement, 85% des flux sont entre pays africains. C'est entre pays africains que ça se passe. C'est pas vis-à-vis
l'autre bout du monde ou la partie nord, si on peut le dire. Donc l'histoire des flux migratoires et qu'on est tous en train d'émigrer vers l'Europe ou vers la partie nord de la planète n'est pas tout à fait réelle. On est en train d'émigrer entre nous en tant que pays africains, d'où l'importance de mettre en place en fait les mécanismes, les outils, les stratégies, les politiques nécessaires pour tirer profit de ces flux migratoires sur le volet économique, social, culturel et autres. Donc, comme je disais, en fait, le pacte mondial sur les migrations, ou ce qu'on appelle plutôt un pacte mondial pour des migrations ordonnées et régulières, il a été adopté une année avant le Covid. Donc, il était adopté une année avant le Covid à Marrakech, ici au Maroc, où 193 pays des États membres qui se sont engagés à adopter ce premier accord. Hein, c'était un premier accord mondial dans lequel les pays reconnaissent en fait l'importance des flux migratoires et leur rôle dans le développement des pays, en fait, des pays, comme je disais, d'origine ou des pays d'accueil, quoi. Donc ils ont adopté ce premier accord qui vise à garantir ou à faciliter une migration sûre, ordonnée, régulière, qui respecte les droits de l'homme, parce que il y a la charte qu'on doit respecter, et qui garantissent une collaboration ou coopération internationale sur toutes les échelles pour un développement durable. Comme je disais, en fait, l'idée de ce pacte, c'était de rendre cette migration bénéfique à tous. Donc il y avait dans cet accord et je disais que c'était un accord historique, et comme disait notre collègue de l'OMC, c'est les États membres qui ont adopté cet accord avec 23 objectifs. Je ne vais pas les détailler en fait, mais ça part de l'importance d'avoir des statistiques fiables qu'on pourra utiliser pour en fait élaborer des politiques et des stratégies nationales qui prennent en considération le volet migratoire, à garantir un recrutement ou une intégration économique et sociale décente des migrants dans les pays d'accueil, à aussi permettre tout accès aux services de base. On parlait le matin de la santé, de l'éducation. Les migrants ont droit à avoir cet accès, et les pays se sont mis d'accord, en fait, c'est 193 pays, à mettre en place ce framework ou à garantir ça pour les migrants, à une protection sociale, et j'en passe. Le plus et un objectif qui était très important aussi pour nous, c'est tout ce qui est reconnaissance des compétences en fait des migrants et des qualifications. Parce que des fois, les pays, ils accueillent des migrants qui ont des diplômes. Donc, comment faciliter l'intégration de ces migrants dans les pays d'accueil, sachant qu'ils ont des diplômes et qu'ils ont des qualifications qu'ils ont requis dans leur pays d'origine. Donc, honnêtement, on a commencé le travail en 2020, début 2020. On a essayé en mode hybride, mais la crise Covid a fait que l'appui a été ralenti, mais on a repris l'année dernière. En fait, nous avons attaqué deux volets ou deux objectifs principaux. C'est le volet statistique, parce que vous savez tous, et vous faites de la recherche, sans statistiques fiables et pertinentes, on ne peut pas faire des analyses et proposer des recommandations politiques aux États qui soient basées sur des évidences en fait solides ou strong. Et l'autre volet qui était pour nous aussi important, c'est pour garantir un travail décent à ces migrants, il faut reconnaître aussi leurs diplômes et leurs qualifications dans les pays qui les accueillent. Donc on a travaillé conjointement avec les pays. Pourquoi en fait, j'adhère à ce que M. Aubin a dit tout à l'heure. C'est des pays qui s'approprient ça, en fait. C'est pas nous, en fait. C'est les pays qui demandent. On a reçu des requêtes des pays pour les appuyer par rapport à ça. Donc, c'est eux qui s'approprient cette démarche, et c'est eux qui sont conscients de l'importance d'intégrer ce volet migratoire dans leur stratégie politique
que ce soit économique, que ce soit social et autres. Donc, en fait, l'objectif, c'était vraiment de renforcer les capacités des pays à collecter, d'abord identifier les données pertinentes sur la migration qu'ils doivent avoir, collecter, analyser et diffuser ces données sur la migration, et renforcer leur capacité aussi à améliorer la reconnaissance des compétences et des qualifications des travailleurs africains, parce que l'appui était sur des pays africains. Comment on l'a fait en fait? On l'a fait avec des analyses, des appuis à faire des analyses des états des lieux, qu'est-ce qui se fait dans le monde, du benchmarking, qu'est-ce qu'on peut proposer, quelle démarche proposer qui soit une démarche appropriée au pays qui demande cet appui. En fait, ce qu'on applique au Maroc, certes, est intéressant et on peut tirer des leçons, mais pourrait ne pas être appliqué au Kenya, par exemple. Donc l'idée vraiment, c'était que ça soit approprié, que ça soit tailored au pays, en fait, et que ça répond aux besoins du pays. L'objectif pour nous, c'est encore, en fait, c'est que pour le long terme, on garantit un travail décent pour les migrants, que ce soit qualifiés avec des diplômes ou non qualifiés, pour que, comme je disais tout à l'heure, en fait, on travaille toujours, et on appelle toujours pour une intégration régionale, pour renforcer le lien entre la croissance économique et l'intégration sociale et économique dans les pays du continent. Donc, comme je disais, en fait, on s'est focalisé pour cette première appui parce que c'est un programme qui perdure un peu dans le temps. Sur les deux principaux objectifs pour nous étaient la collecte des données précises, parce qu'on a besoin de données précises pour élaborer des politiques publiques adéquates et qui répondent aux besoins des pays. Et en fait, recommander ou proposer aux pays une démarche ou des solutions pour mieux reconnaître ou pour faire une reconnaissance des qualifications et des skills des migrants. Donc on a commencé un premier appui depuis 2020 qu'on continue jusqu'à aujourd'hui sur un panel de 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe en fait. Et certes, on est un pays, un bureau qui couvre l'Afrique du Nord, mais on a fait exprès d'avoir en fait cette diversité de pays et pour une importante raison. D'abord, en fait, entre l'Afrique ouest et l'Afrique du Nord, il y a un flux migratoire important. En fait, entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, il y a des mouvements migratoires importants. La même chose pour l'Afrique australe, entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Et l'idée, c'était en fait de voir ce qui se passe dans ces pays, de tirer des leçons apprises et qu'il y ait cet échange et qu'il y ait à la fin une proposition d'une démarche pour chaque pays, comment mieux produire ou avoir des statistiques pertinentes et comment reconnaître les compétences et les qualifications des migrants. Comme je disais, en fait, on ne peut pas travailler sans engagement ferme des pays parce que c'était fait sur des requêtes des pays. C'était les pays qui ont demandé leur appui, qu'on les appuie formellement sur ça pour vraiment élaborer des politiques migratoires qui permettent en fait de mettre en œuvre le pacte mondial sur la migration et qui reflète ce qui se passe actuellement en fait. Comme on disait, on parle d'un contexte multicrise. Les flux migratoires vont encore augmenter au continent. Il y a des conflits, il y a un changement climatique, il y a une crise alimentaire en fait, il y a une sécurité alimentaire, on parlait même du stress hydrique aussi. Ça peut aussi pousser les populations à immigrer. Donc vraiment, pour moi, pour nous, au Bureau de l'Afrique du Nord, c'était important de vous présenter ça parce que le volet aussi migratoire et transfert de migrants entre pays est très important à traiter dans un contexte post-crise, si je peux le dire, parce qu'on en a encore, on vit encore des crises, c'est des crises multidimensionnelles en fait, qu'on est en train de vivre. Donc, comme je disais, en fait, la démarche de ce programme d'appui a été faite et basée jusqu'à aujourd'hui sur une appropriation nationale. Donc, tout ce qu'on fait, c'est que vraiment accompagner les pays. C'est les pays qui sont en train de mettre en place ce pacte mondial sur la migration
Nous, on accompagne avec le transfert de connaissances, ce qu'on peut leur transférer comme knowledge dans ce domaine. On part toujours d'une situation d'analyse de la situation, qu'est-ce qu'il y a comme statistique, le gap qu'il y a, qu'est-ce qui se produit à l'échelle mondiale, comment on pourra appuyer les pays à avoir leurs statistiques, quelle méthodologie, quelle formule. Tout se base sur l'existant dans les pays. En fait, on ne va pas leur apporter, leur demander de produire des données dont ils n'ont pas les capacités, en fait. Là, on part de ce qu'il y a, et s'il y a après, on améliore les capacités à travers un programme de développement des capacités, et on a abouti pour chaque pays avec un plan d'action national ou ce qu'on appelle une feuille de route pour mettre en place en fait un appareil statistique avec des données pertinentes et des données fiables sur le volet migratoire, et mettre en place un framework ou une démarche pour intégrer ces migrants dans le processus, reconnaître plutôt les compétences de ces migrants dans les pays d'accueil. Donc, comme résultat, en fait, on est en cours, hein, le programme il continue, et on vient d'avoir aussi un approval, en fait, un accord de notre siège pour encore continuer sur d'autres pays avec ça. Donc, c'était de proposer quel indicateur chaque pays devrait avoir pour mesurer ses flux migratoires, parce que des fois, on demande combien de migrants dans le pays il y a. À peu près, on ne sait pas. L'idée, c'est que vraiment d'avoir le chiffre pour pouvoir élaborer des politiques publiques et proposer des recommandations pertinentes. Donc, l'idée, c'était, les résultats, c'était vraiment proposer une méthodologie pour les statistiques sur la migration et appuyer les pays à développer une plateforme, en fait. Donc, une plateforme de base de données sur la migration. On a appuyé le Maroc par rapport à ça, le Sénégal, le Mali, l'Afrique du Sud, c'est déjà fait, et on est en cours avec le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire. Après un benchmarking de tout ce qui se passe, comment on pourra reconnaître les compétences des migrants dans les pays de destination, quel cadre légal existe, quel cadre juridique existe, et comment faire mieux pour reconnaître ces compétences. On a aussi appuyé les pays à développer une feuille de route, une charte ou un framework pour mettre en œuvre, pour mieux reconnaître en fait les compétences des migrants. On parlait d'échange ou de transfert de technologie. Il y a toujours des transferts de knowledge qu'on se fait entre nous, entre humains. Donc ça aussi, il y a des compétences qu'il faudra reconnaître, peut-être qui n'existent pas dans le pays d'accueil. Et l'idée aussi, c'était en choisissant ces pays qui sont un peu dans deux régions, dans 3 régions différentes, c'était en fait de faciliter les échanges entre les pays et les leçons apprises, en fait les best practices des pays. Il y a des pays qui sont plus avancés que les autres. Le Maroc était toujours en fait présent dans toutes les missions d'appui qu'on a eues avec les autres pays, dans le sens où le Maroc est plus avancé. Donc on a facilité cet échange qui était au début un peu difficile à faire entre des pays du continent, un continent qui observe un important flux migratoire les dernières années. Donc voilà de quoi je voulais parler en fait. C'est pas loin du commerce, de l'investissement, c'est le volet humain, le capital humain qui est vraiment important pour promouvoir le commerce et l'investissement et garantir cette intégration commerciale ou régionale qu'on vise ou à laquelle on appelle dans un contexte de crise multidimensionnelle. Donc voilà. Merci. Aussi clair que le précédent. Je ne sais pas s'il va susciter des questions parce qu'il est d'une très grande actualité, une actualité cruciale, brûlante, oui. Pas une
question, mais juste un partage d'expérience. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec le Conseil économique, social et environnemental ici à Rabat sur l'élaboration d'un rapport sur la migration et le marché de l'emploi. Et on avait constaté qu'à diplôme égal, dans certains pays, le migrant a toujours les plus bas emplois en fait. On a trouvé par exemple des statistiques intéressantes pour voir des personnes qui avaient des niveaux doctorat, mais lorsqu'ils se retrouvaient lorsqu'ils se retrouvaient dans certaines régions, par exemple en France, un peu moins aux États-Unis. Aux États-Unis, ça dépendait de l'origine. Par exemple, aux États-Unis, sous l'administration Trump, les migrants, par exemple, d'origine subsaharienne, avaient plus de chances d'avoir des positionnements un peu plus importants que les migrants qui revenaient des pays, par exemple, arabophones. C'était en fait ce partage d'expérience que je voulais faire et finir sur une petite question, savoir comment est-ce que le pacte envisage justement de pallier à ces questions. Comment faire pour qu'un migrant qui arrive dans le cadre d'un programme d'immigration légale, il y en a beaucoup, puisse notamment être valorisé à partir de son diplôme, à partir de sa formation. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il une autre question pour regrouper tout? Merci beaucoup. Oui, en tant qu'économiste, oui, j'avais toujours des discussions avec les étudiants sur ces flux d'immigration et sur principalement la démographie. C'est un élément très très important. Le capital humain est un élément très très important, mais généralement on parlait toujours des effets négatifs de ces flux et on oublie donc les effets positifs. Et dernièrement au Maroc, donc nous avions des débats très très importants sur ces flux. C'est ma question, c'est la fuite des cerveaux. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Actuellement au Maroc, nous avons un débat sur la couverture sociale. Et nous avons un problème des métiers de la santé, des diplômés des métiers de la santé, des médecins, etc. Nous avons aussi un projet de la réforme de l'enseignement supérieur, primaire, secondaire, etc. Et nous avons un problème aussi d'enseignants. Donc ma question c'est, est-ce que dans ce pacte, je ne sais pas, vous avez des projets pour aider les pays sous-développés à fixer donc ces diplômés, c'est très très important. Nous avons un autre volet, c'est que ces fuites, normalement c'est la fuite des main-d'œuvre, et ça joue sur les salaires. C'est le cas allemand, c'est le cas, etc. etc. Est-ce que vous n'avez pas toujours, je ne sais pas, un projet toujours pour fixer donc, même la main-d'œuvre qualifiée sur place pour peut-être agir donc, sur les salaires et par là donc, sur les prix. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite contradiction que j'ai du mal à gérer, parce qu'on est en train de débattre sur le commerce et l'investissement. On sait que l'objectif fondamental de l'OMC, c'est la libéralisation des échanges commerciaux. Or, la liberté de circulation concerne les marchandises, les biens, les services, et pas les personnes. Et ça, on le constate d'une manière plus précise dans les ALE que j'ai invoqués tout à l'heure. Je prenais le cas de l'ALE Maroc et l'Union européenne. Il s'agit donc de créer une zone de libre-échange dans laquelle circulent librement les marchandises, les services, les capitaux, mais pas les personnes. D'autant plus que sur le plan universel, cette liberté accordée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 13, c'est-à-dire toute personne a le droit de quitter son territoire, ça ne veut pas dire qu'elle a le droit d'entrer dans le territoire de notre État. L'entrée est conditionnelle, comme vous le savez, par les conditions de délivrance des visas. Donc c'est la première contradiction à gérer.
Une deuxième contradiction, c'est la valeur juridique du pacte mondial sur l'immigration. On le sait tous que ce pacte adopté à Marrakech, c'est une feuille de route, c'est une déclaration d'intention. Il n'a pas une valeur juridique contraignante, comme par exemple les accords, si on est le cas de la migration clandestine, les accords de réadmission conclus par le Maroc et différents États européens, dans lesquels le Maroc s'engage à réadmettre non seulement les immigrés subsahariens qui ont traversé d'une manière illégale son territoire, mais également ses propres ressortissants. La protection également provient du cadre régional. Si vous prenez la jurisprudence de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, depuis pratiquement une bonne vingtaine d'années, on a eu donc droit à des affaires qui concernent des ressortissants marocains, par exemple, légalement installés et qui travaillent également légalement en Belgique, en Hollande, qui ont droit, dernier arrêt, c'est l'arrêt de Hallozi Chouko, ils doivent être traités comme si elles étaient des ressortissants de l'État membre d'accueil. Donc la meilleure protection, c'est dans le cadre bilatéral, et d'ailleurs la jurisprudence accorde une grande importance aux accords d'association ici, et à leur donc, implication dans la défense des droits des ressortissants qui vivent notamment en Europe. Voilà, ce sont mes deux réflexions concernant votre intervention. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris. Merci. Je vous laisse répondre. Oui, en fait, je vais commencer par réagir par rapport à l'intervention de Madame. Quand vous parlez en fait qu'il y a un diplôme égal, il n'y a pas salaire égal. C'est pas uniquement en fait entre nous, pays africains, et qui migrent aux États-Unis ou en Europe. Entre nous, pays africains, on ne respecte pas ça. Donc déjà, nous, entre nous, on doit vraiment appliquer ça et essayer de garantir que les salaires qui sont ici attribués à un migrant ou à un ressortissant du pays qui ont le même diplôme, normalement, ils doivent être à salaire égal. D'où l'importance de reconnaître en fait les diplômes et les compétences des migrants dans les pays d'accueil en fait. Donc ça vraiment, on l'observe même chez nous en Afrique, pas uniquement par rapport à l'Europe. Comment on pourra en fait améliorer ça? Un des objectifs de pacte, c'est de travailler sur la collaboration et la coopération internationale. En fait, l'objectif 23, il se base là. C'est des États membres qui ont adhéré à cet accord, ils doivent se mettre d'accord, ils doivent eux adhérer à ça. Donc un des objectifs les plus importants, c'est vraiment collaborer ensemble entre États membres pour respecter ça et garantir ça. Sinon, par rapport à la question 2, si j'ai bien pris note, vous avez parlé aussi du brain drain et en fait, nos compétences qui sont en train d'émigrer, des médecins qui n'en a plus au Maroc, on n'a plus aussi en Tunisie, on n'a plus encore non plus en Égypte et dans les autres pays en fait. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de nos politiques sociales et économiques qu'on est en train d'élaborer. Il faut leur garantir en fait des conditions favorables pour qu'ils restent dans leur pays. À travers le pacte, qu'est-ce qu'on est en train de faire ou d'appuyer? Au moins ces migrants ou cette diaspora, quand on essaye de mettre en place des mécanismes pour qu'ils contribuent à least au développement de leur pays. Donc faciliter leur retour, faciliter le transfert par exemple financier de ces migrants dans les pays, mettre en place le framework, que ce soit juridique, que ce soit financier, que ce soit légal, qui doit les encourager en fait à faire des transferts vers leur pays et à investir. Ça, on revient à l'investissement. Donc l'idée, c'est un des objectifs aussi de ce pacte auquel les pays adhérents ont adhéré. Les Nations Unies, nous, on accompagne. C'est vraiment, on n'impose rien à personne, c'est les pays qui ont adhéré et qui sont en train d'essayer de l'appliquer. Comment les garder? Comme je disais, il faut juste qu'on leur offre les mêmes conditions
entre guillemets, que les pays d'accueil offrent en fait. Et ça, c'est dans un cadre multicrise, avec ce qu'on vit en fait en stress de finances publiques, avec ce qu'on vit, avec toutes les contraintes. On espère que nos pays en fait mettent en place les politiques adéquates pour les retenir. Donc ça, on essaye, at least, si on ne va pas les garder, on ne va pas imposer au pays, mais fournir un peu le même cadre ou favoriser le retour de ces migrants ou favoriser le transfert en fait des réminiscences ou des fonds des migrants vers les pays et les investir après, en fait, les encourager aux investissements. Je ne suis pas juriste, hein, je suis économiste de formation, donc je ne peux pas vous défier, monsieur, par rapport à tout ce qui est juridique et tout. Mais ce que je sais, parce qu'on a travaillé sur l'Afrique Ouest, il y a liberté de circulation entre les pays de l'Afrique Ouest. Donc, il y a de la main-d'œuvre entre les pays de l'Afrique Ouest. Ceci étant, même s'il y a cette liberté, on ne garantit pas aux migrants qui viennent de la Côte d'Ivoire ou du Mali vers la Côte d'Ivoire les mêmes droits, que ce soit en matière d'accès aux soins de base, aux services de base, ou au salaire, ou aux conditions de travail. À diplôme égal, on n'est pas sûr qu'ils auront les mêmes conditions. Donc, comme vous le dites, le pacte est un accord. Ce n'est pas un texte on n'impose rien. Comme les objectifs de développement durable, en fait. C'est un engagement des pays. C'est au pays de se prononcer et de dire on aimerait avoir votre appui. On n'a pas cette force, en fait, juridique de leur imposer de faire A, X ou Y. Donc c'est un accord. C'est un premier accord qui témoigne en fait de la prise en conscience des pays de l'importance de ce volet en fait et sa contribution au développement économique et social des deux pays, même les pays de transit, parce qu'il y a des migrants qui transitent par des pays vers d'autres pays. Donc l'idée vraiment de les accompagner et d'essayer en fait de les assister à garantir plus ou moins une inclusion économique et sociale des migrants, et aussi de garantir un retour sur investissement des migrants qui partent, au moins quand ils envoient leur argent dans leur pays, qu'il y ait un cadre propice à l'investissement et qu'il y ait un retour d'investissement sur investissement par rapport à ces flux financiers envoyés par les migrants. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est... Merci madame. Je vais frustrer les 4 personnes qui ont levé la main. Je suis navré. Je ne sais pas si vous avez eu votre montre. Le temps est passé très vite. La frustration... Je suis là. Bon, merci en tout cas. Merci. Je vais donner la parole tout de suite à M. Kamal El Markaoui, qui va aborder les problèmes de l'Union